Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette rencontre ce soir autour de notre projet La décolonisation de la pensée. Un projet à partir duquel nous souhaitons contribuer, alimenter, en tout cas élargir une réflexion critique dans une perspective locale et globale, de manière très large sur la question du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat. Cette triade que nous considérons une espèce de matrice, disons, négative de la modernité comprise dans une ligne des temps historiques. Alors, nous nous intéressons à ces trois aspects afin d'essayer de les comprendre, de les déconstruire critiquement, afin d'avoir une grille d'analyse plus profonde sur ces répercussions actuelles au sein de notre société contemporaine, notamment sur les questions du racisme, de la xénophobie, de la violence des genres et les inégalités de classe. Alors, l'activité de ce soir s'articule dans cette perspective. Elle est aussi directement liée, comme vous le savez, à la parution récente de notre livre Espace du confinement, car nos trois invités de ce soir sont les auteurs des textes qui se trouvent dans cette publication. Alors, les livres Espace du confinement est également un livre des photos de la ville de Bruxelles, qui ont été prises par mon collègue Alain Détilleux, mon collègue de ProJeunesse, lors du premier confinement, entre les mois de mars et les mois de mai en 2020. Et à partir de ces images-là de Bruxelles, nous avons essayé de tisser un fil rouge sur l'impact local de la pandémie et ses enjeux face aux questions de l'espace public, public et privé, en lien notamment à trois axes. Donc, la violence de genre, la violence policière et le racisme. Alors, pour cela, nous avons contacté et proposé à trois personnes de réfléchir sur ces thématiques-là et d'en produire un texte à chacune sur une des questions particulières. Donc, nos intervenants sont toutes et tous actifs dans les secteurs associatifs locaux. Certains d'entre eux, d'entre elles, sont aussi des activistes ou des membres des mouvements sociaux. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter nos intervenantes. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Ihsan Hawash, qui est membre du collectif féministe Les Cannelles. Elle est aussi directrice de l'association TEEN, le Talent Youth Network. J'ai le plaisir également d'accueillir Fouad Elabouti, qui est enseignant et animateur bénévole au Centre des jeunes d'Anderlecht. Et également Mireille Chussi-Robert, qui est auteure et activiste décoloniale et présidente du Centre féminine et de réflexion et d'action sur les racismes anti-noirs, BAMCO. Alors, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure aux intervenantes, la dynamique de ce soir, c'est je vais poser une question à chacune d'entre vous. Et puis, on va commencer, disons, par trois questions. Et puis, peut-être deux. Sinon, la deuxième partie de la soirée sera consacrée plutôt une séance de questions-réponses, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est par hasard sur Facebook Live? Est-ce que ça marche? Les sons est correct sur Facebook Live? Non? Normalement, oui. Ouais, ça a l'air de marcher. D'accord. Alors, je voulais commencer par poser je vais un peu suivre l'ordre des articles, des articles du livre. Donc, je voulais commencer par Ihsan. Alors, Ihsan, dans ton texte, tu nous proposes au moins 4 ou 5 exemples de comment la violence faite aux femmes s'est manifestée de manière
très diverses en raison du confinement. Essentiellement dans des espaces intérieurs au sein des ménages, soit dans des cadres des couples ou des familles aisées ou dans des contextes des familles des quartiers populaires. Alors, nous pouvons dire, après lecture de ton texte, que la pandémie était un révélateur, disons, supplémentaire du fait que la violence du genre, la violence faite aux femmes, soit physique, psychologique ou socio-économique, a un caractère structurel, indépendamment des classes sociales, mais que, nonobstant, la variable des classes ajoute des enjeux supplémentaires. Alors, concrètement, ma question, c'est si, à la grille de lecture de ton texte sur le caractère structurel de la violence des genres, dont la question des genres et des classes que nous t'avons proposé d'aborder, tu ajouterais un axe supplémentaire sur les enjeux raciaux ou ethniques dans une perspective plutôt enfin, intersectionnelle, et si cette variable peut ou doit servir également afin d'analyser cette réalité de façon très spécifique dans les contextes actuels de la pandémie. Merci. Donc oui, enfin pour moi clairement, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse une situation, il faut l'analyser aussi en croisant les différentes données. Ici, on parlerait plutôt de contexte. Et donc, s'il y a une discrimination envers les femmes, si on rajoute la partie discrimination raciale, on va se retrouver à l'intersection de ces deux discriminations. Et donc, on va avoir une discrimination, comme on appellerait ça, croisée. C'est-à-dire qu'on peut être discriminé en tant que femme et également en tant que personne d'origine étrangère. Et si on rajoute à ça d'autres critères comme ça peut être aussi l'âge. L'âge est aussi un grand facteur de discrimination. Soit trop jeune, on ne vous prend pas au sérieux, soit trop âgé, on se dit que vous avez déjà un pied dans la tombe. Et donc, du coup, par rapport à la crise, s'il y a eu clairement une situation assez délicate par rapport aux femmes qui se sont retrouvées, qui travaillaient, qui étaient très actives et qui se sont retrouvées en télétravail avec des enfants à la maison, c'est la charge de s'occuper des enfants retombait bien plus sur elle que sur le père. Et donc, en fait, et si on rajoute à ça, évidemment, un contexte familial où il peut y avoir des violences ou des logements qui sont beaucoup trop petits, un manque aussi de matériel informatique pour que les enfants puissent suivre à l'école. Tout ça, ça rajoute évidemment des pressions supplémentaires qui se rajoutent majoritairement sur les épaules de la mère, de la femme, plutôt que du père. Et donc, en fait, c'est une situation qui est déjà donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société, les femmes s'occupent beaucoup plus de l'éducation de leurs enfants que les hommes. Et donc là, on se retrouve, quand les écoles sont fermées, fatalement, on va rajouter, cette situation va être accentuée. Et donc, notamment, par exemple, si on prend le cas aussi des jeunes, demander à un enfant de 15 ans de rester toute la journée devant un ordinateur pour suivre les cours, s'il n'a pas d'exutoire, s'il il ne peut plus aller au sport, il ne peut plus sortir, si en plus de ça, on le rajoute dans un logement qui est trop petit, où il a ses petits frères et sœurs qui courent partout, ou ses parents qui doivent aussi télétravailler ou autre, et ben, sa situation, évidemment, ne sera pas la même, son poids ne sera pas le même qu'un jeune qui serait dans un quartier plutôt aisé, avec un grand jardin, je n'ai même pas forcément besoin d'aller d'une extrême à l'autre. On n'est pas obligé d'aller dans l'extrême d'un appartement de 60 mètres carrés avec la villa avec piscine. Donc vraiment, si on parle juste simplement avoir un petit jardin, un petit espace pour sortir, ça irait, ça joue énormément. Et donc, c'est pour ça que c'est important de croiser cela quand on veut aider aussi une situation, débloquer certaines discriminations. Il faut regarder, comme ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on appartient à différentes communautés. On appartient à différentes communautés et la communauté des femmes, la communauté culturelle, la communauté aussi socio-économique dans laquelle on peut être. Il faut un peu croiser tout ça pour pouvoir ensuite pouvoir mieux trouver des solutions. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Je n'ai pas voulu aller sur l'aspect sécuritaire et sur présence policière parce que je sais que notamment Fouad va en parler. Donc, D'accord. Oui, non, bah, écoute, c'est ta façon de répondre, oui, c'est très bien. Bah, moi, ma question, elle est plus sur la question justement, enfin,
croisser la violence raciale par rapport à cette violence des genres et la violence des classes qui, enfin, de toute façon, je pense qu'on va plus loin arriver là, de toute façon. Oui, oui, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut croiser et lorsqu'on parle de violence, peut-être préciser qu'il ne s'agit pas uniquement de violence physique, la violence verbale, la violence psychique, elle est autant plus importante, surtout qu'on ne la voit pas et qu'on a quelquefois du mal même à la déceler, à l'identifier. Donc toutes ces violences-là, évidemment, sont accentuées en fonction de, si on a l'intersection de différentes identités, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Merci. Alors, je vais passer à la question des Fouad. Alors, Fouad, dans les livres, dans ton texte, pour ceux qui n'ont pas encore lu, qui n'ont pas encore eu l'occasion de les lire, tu abordes la question de la violence policière à laquelle sont confrontés essentiellement les jeunes, notamment les jeunes du quartier des Koregem à Anderlecht, un des quartiers les plus précarisés de la Belgique. Alors, toi et les gens du centre des gens d'Anderlecht, vous pointez dans votre texte enfin, les faits que la pandémie n'a fait qu'empirer une réalité préexistante, qui est la mort tragique d'Adil, par exemple, comme celle des Mehdi, des Lamine ou des Maouda ou d'Oussama, sont liées d'une manière ou d'une autre au même dispositif de violence à caractère structurel, quoi. Donc, enfin, je voulais te demander quel est, selon toi, l'ancrage de cette politique systématique de répression de cette violence d'État face à cette jeunesse spécifique des quartiers populaires et pourquoi, justement, la pandémie a réussi à empirer les choses, quoi. Oui, tout d'abord, bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous. Donc voilà. Mais aujourd'hui, justement, enfin hier, l'audience par rapport à Lamine Bangoura a eu lieu et encore une fois un non-lieu malheureusement qui a été décrété par la justice. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir écouter la voix de la jeunesse, la voix des jeunes dans ces violences policières. Parce que ce racisme, en fait, il est constitutif à la base. Hein. Je pense qu'il faut être d'accord dès le départ. Et c'est ça qui fait ce système-là, donc qui est ancré, et ce système-là qui est un système d'impunité, en fait, et dont jouissent les policiers. Donc, je veux dire, quand les jeunes nous disent, et ça c'est très vrai, qu'ils sont le danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, que Lamine Bamgoura, il est le danger. Quand il y a 8 policiers qui se mettent sur lui et qui l'étouffent, je pense que les images sont terribles et sont choquantes. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir voir la réalité en face et que ce système de violence policière, qui est un système systémique et qui ancre la société, il y a un moment ou à un autre, je pense que ces jeunes, à travers leurs actes, nous montrent que ça suffit, quoi. Ça suffit qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'une justice soit là, soit présente et que forcément, le confinement n'a rien arrangé dans tout ça. Forcément, enfin, je veux dire, ça a juste été une lumière encore plus forte sur ces quartiers-là. Je parle dans le Kuregem, mais je peux parler de Saint-Georges, je peux parler de Molenbeek, etc. Je pense qu'il ne faut pas revenir sur ces tragiques événements, le tragique événement d'Adil pendant le confinement. Mais moi, quand je pose la question aux jeunes, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'au-delà même de l'amende, c'est l'histoire de leur vie qui est mise en danger aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont un potentiel danger à partir du moment où ils mettent un pied à l'extérieur. Voilà, moi je pense que ce confinement forcément n'a rien arrangé, mais est-ce que confinement ou pas, ça aurait arrangé quelque chose? Je pense pas. J'ai vécu les émeutes de 97 à Kuregem, j'en ai 45 aujourd'hui. C'est 20 ans, 23 ans plus tard, on retrouve les mêmes constats et les mêmes événements. Et voilà, je pense que ce profilage ethnique qui est systémique ne fait qu'envenimer les choses. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, ce phénomène de territorialité et cette responsabilité policière, moi je suis d'accord quand on voit un policier qui fait traverser une vieille dame, qu'on en fait tout un esclave et qu'on montre ça à la une de tous les journaux, mais c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça que les jeunes veulent.
c'est un système totalement qui soit remis en cause. Je veux dire, un système qui est fait d'impunité et d'injustice et qui est fait d'humiliation. Je veux dire, moi, j'ai pas de mots très forts en disant qu'à un moment ou à un autre, il faut écouter cette jeunesse qui, enfin, voilà, ces bavures qui sont, c'est même plus des bavures, c'est des violences, je pense, qu'elles sont, euh, qu'elles sont quotidiennes maintenant. Moi, le fait que Lamine Bangoura, là, de nouveau, c'est encore un non-lieu qui vient suivre celui de Mehdi et de Adil, et Maouda, n'en parlons même pas. Euh, voilà, je pense qu'à un moment ou à un autre, ce système, je sais pas, j'ai du mal à trouver les mots en fait aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à Liège là dernièrement, toute violence forcément n'est pas à, à applaudir ou à quoi que ce soit, mais à un moment ou à un autre, il y a une violence qui est intrinsèque, qui est là, qui est présente, qui exprime un mal-être qui est profond, et que tant qu'on l'entendra pas, ben ça continuera comme ça, et que je pense qu'à un moment ou à un autre, que ce soit une violence qui est faite aux femmes, ou je pense qu'on retrouvera à un moment ou à un autre au sein même un socle commun qui est cette façon de toucher à la dignité même de la personne, dans son être et dans ce qu'il est, et que cette injustice qui arrive au-delà de tout ça fait qu'à un moment ou à un autre, voilà, ce système, pour moi, il est totalement corrompu. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont, et qu'il empêche tout dialogue, en fait, tout dialogue et toute possibilité de pouvoir, à un moment ou à un autre, trouver sa place dans cette société. Donc voilà, et c'est vrai qu'il faut croiser toutes les données, mais si on les croise, je veux dire, on est d'origine étrangère, on est femme, on habite un quartier défavorisé, eh ben, on a beaucoup plus voilà, de difficultés, et forcément, comme le jeune me dit à un moment ou à un autre, c'est ma vie qui est en danger quand je me mets après 22 heures dans les rues de Bruxelles. Mais c'est vraiment ça. Les 250 € d'amende, c'est pas ça qu'ils font. C'est leur vie, c'est ça qui fait qu'à un moment ou à un autre, ces jeunes ont peur aujourd'hui de sortir, ont peur de pouvoir s'exprimer. Et parce qu'ils disent qu'un Adil, eh ben, ça peut être moi demain. Et voilà, je pense que ils l'ont tellement bien dit dans leur texte, tellement bien expliqué, cette forme d'humiliation, euh, cette forme de cet exemple d'Elias qui nous dit qu'il lui retourne son sac de piscine, il revient de la piscine, il lui retourne et lui jette tout par terre, et il l'humilie devant tout le monde, devant ses copains, et puis il lui dit, et l'autre lui dit, est-ce qu'on ramasserait pas mes affaires? Il dit, non, ramasse tes affaires toi-même. Cette humiliation, c'est une humiliation qu'ils vivent au quotidien dans leur quartier. Et quand ils font le parallèle avec ces policiers qui dansent à Woluwe le lendemain des émeutes, des émeutes, de la contestation des jeunes à Kuregem, que les policiers, sans aucune distanciation physique, sans aucun geste barrière ni quoi que ce soit, dansent dans les rues alors que la veille ont tabassé les jeunes dans les quartiers, mais c'est une réalité qu'à un moment ou à un autre qu'il va falloir voir en face. Et voilà, et je pense que tout ça fait qu'à un moment ou à un autre, toutes ces discriminations au quotidien s'ancrent dans une société, enfin, où eux n'ont pas leur place. Et quand eux n'ont pas leur place, ben, à un moment ou à un autre, ils ont besoin de l'exprimer. Et comment est-ce qu'ils peuvent l'exprimer? Ben, la justice ne leur donne pas raison. On a beau leur dire, oui, attendez, justice va vous donner raison, et ils ne leur donnent pas raison. Donc, à un moment ou à un autre, le jeune, ben, il s'exprime d'une manière violente qui n'est peut-être pas la réponse la plus adéquate, mais c'est sa seule façon à lui de s'exprimer aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors on la voit mal, mais c'est sa façon à lui. Donc voilà, donc je veux dire, quand Amnesty International nous ramène une étude où ils disent que la moitié des policiers donc, font du profilage, dans l'exercice de leur fonction, font du profilage ethnique, ah, voilà, je pense qu'à ce moment-là, on a déjà tout compris, quoi. Donc, demandons pas à un Farid d'aller se retrouver à Woluwe. Il a encore moins de chances de pouvoir se retrouver pas contrôlé, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question ou pas, mais… Oui, merci beaucoup, Fouad. Alors, je voudrais poser une question à Mireille. Est-ce que, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu ton texte, tu abordes la question de la colonialité de l'espace public et les rapports des pouvoirs raciaux à partir des trois exemples, la colonisation du trottoir par les semblants, les panneaux de l'invisibilité, donc la sous-représentation
des Noirs dans les médias et dans la publicité, ou la surreprésentation plutôt de ces stéréotypes. Et puis, en troisième exemple, tu abordes la question de la présence de ces statuts dans l'espace public, notamment de ces statuts à caractère colonial et les liens entre histoire et mémoire. Donc, après, voir dans ta conclusion, tu pointes deux aspects très intéressants en lien aussi avec la pandémie, un aspect négatif et un autre positif. Donc, en négatif, tu dis qu'avec la pandémie, les policiers ont une raison supplémentaire pour contrôler les Noirs. Et en positif, tu dis que la pandémie est un révélateur qui a permis la prise de conscience des privilèges blancs et des préjudices raciaux. Alors, je voulais te demander comment, selon toi, la pandémie a pu déclencher une prise de conscience, quels sont les mécanismes qu'elle a pu opérer, soit politiques ou purement symboliques. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Alors oui, effectivement, j'ai pu constater une prise de conscience, mais bon, il faut peut-être préciser que cette prise de conscience, elle est dans un milieu donné, c'est celui d'un milieu d'acteurs associatifs engagés depuis un certain temps et qui avaient peut-être du mal avec le terme privilège et notamment privilège blanc. Et pendant en tout cas pendant le premier confinement, on a pu constater que les gens se rendaient compte, que certaines personnes se rendaient compte de l'impact ou pas du confinement sur leur vie professionnelle d'abord. C'était avant d'en arriver à aujourd'hui beaucoup parler des liens sociaux qui sont coupés. Il y a eu pas mal de discours sur le professionnel. Et donc, par exemple, les personnes qui avaient la possibilité de travailler à la maison et qui donc forcément avaient un ordinateur, une connexion et un boulot qui le permet, se disaient, mais bon, moi, je ne suis pas en train d'affronter au quotidien le Covid, de risquer de ma vie à chaque fois que je vais travailler. Et donc, ils se rendaient bien compte qu'il y avait déjà là un certain privilège et que dans le camp de ceux qui étaient obligés de se déplacer pour aller au travail, il y avait quand même beaucoup de Noirs et d'Arabes. Pas que eux, attention, mais il y en avait quand même une assez bonne proportion. Et donc, voilà, ça a pu un peu faire prendre conscience à une certaine partie du milieu associatif. Malheureusement, cette prise de conscience, elle n'est pas du tout, elle ne s'est pas généralisée. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle a été un peu trop rapide, un peu trop éphémère et qu'on l'a vite oubliée. Donc, voilà un petit peu, j'espère répondre à la question, mais je peux aborder d'autres aspects tout à l'heure. D'accord, merci. Enfin, juste rapidement pour rebondir sur cette question-là, tu penses qu'il a eu, par exemple, un impact, disons, plus global par rapport à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis? On a vu qu'il a eu toute une série de manifestations dans plusieurs pays du monde, notamment à Bruxelles, en plein pandémie. Donc, est-ce que ça reste aussi un facteur qui peut justement contribuer à cette prise de conscience, ou ça reste un truc purement très, très éphémère, quoi? Alors, moi, je dirais pas que c'est éphémère, je dirais simplement que cette prise de conscience est beaucoup trop émotionnelle. Donc, en soi, est-ce vraiment une prise de conscience? Les gens ont beaucoup d'émotions et prennent en pitié ces Noirs tabassés par la police, ces Noirs de loin, cette police très loin aux États-Unis. Et donc, on ne se rend pas compte que autour de nous, ça se passe. Donc, il y a comme ça une forme de vive émotion et on analyse tout par ce ressenti-là. Et donc, et c'est ça le problème, parce que l'émotion, elle peut aussi être éphémère, justement. Ou pas, mais elle peut l'être aussi, et elle peut passer, elle peut s'estomper. Alors que si il y a une prise de conscience beaucoup plus d'ordre sociopolitique sur les invariants en fait de cette violence d'État et de cette violence raciale et policière, eh bien, on peut faire des analyses sur ce qu'on a vu avec George Floyd, avec ce qui se passe ici en Belgique. Mais comme c'est très émotionnel et que ça reste du cas par cas,
on reste là-dessus. Par ailleurs, on a une image des Belges comme étant un petit pays bien gentil, comme si on était d'autres Suisses. Et donc, on ne veut pas accepter l'idée qu'on est soi-même, nous-mêmes en tant que Belges, capables de violences raciales et policières. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que pour le moment, on n'en est pas encore à une réelle prise de conscience qui va donner des fruits dans le futur. Néanmoins, il y a une classe politique, une jeune classe politique qui, je vais dire simplement, qui essaye de faire des choses, qui essaye de comprendre. Et donc, c'est peut-être là un fil que nous pouvons tirer et essayer de concrétiser un petit peu cette bonne volonté de leur part. Merci beaucoup, Mireille. Alors, je voulais aller vers une deuxième séance des questions. Alors, Issane, tu penses que, pour revenir à la question de la violence des genres, tu penses qu'il a eu, enfin, nous sommes en train ou il va y avoir, ou nous sommes déjà en train enfin, c'est déjà en train de se produire des changements stratégiques des différents types de féminisme en pluriel, ou des nouvelles, en tout cas, orientations au niveau des mobilisations collectives féministes face au durcissement de la violence des genres enfin, dans les contextes actuels des pandémies? Je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment une mobilisation qui est différente. En tout cas, c'est digitalisé comme la société, c'est-à-dire que nos interactions sont devenues digitales. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est plutôt descente physique ou rencontre physique est limité. Ça se produit encore, mais c'est limité. Je pense que, pour revenir à ce que disait Mireille, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on a une réaction pour le moment émotionnelle. C'est un peu comme je vais faire un post Facebook pour dénoncer « Ah, ça se fait vraiment pas, je suis pas contente ». Mais finalement, les actions derrière tardent, en tout cas prennent du temps à se concrétiser. Et donc, c'est vrai que là où ça pourrait être vraiment intéressant, c'est de capitaliser sur l'émotion du moment et que les mouvements féministes puissent saisir à ce moment-là la population et du coup les politiciens qui sont aujourd'hui au pouvoir pour pouvoir proposer directement des plans d'action. Donc on voit que voilà, les politiques savent que qu'en quelque sorte, à la fin de leur mandat, on va les juger par rapport aux discriminations de genre, notamment par rapport à la période de crise sanitaire. Malheureusement, j'ai l'impression que la sensibilité par rapport à la situation des jeunes, surtout dans les quartiers qui sont dits fragilisés, elle les préoccupe moins. Donc, c'est plus là où j'ai l'impression qu'il y a une mobilisation qui devrait se faire un peu plus forte pour pouvoir enclencher des résultats. Mais après, c'est un sentiment personnel, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, par rapport au genre, avec les différents mouvements qu'il y a eu, MeToo, etc., que ce soit au niveau local et international, il y a une mobilisation. Ce qu'il faudrait éviter, c'est que la mobilisation s'essouffle en ayant eu l'impression qu'on a fait quelque chose de bien, alors que tout ce qu'on a fait, c'est dénoncer, parler, c'est très bien, mais il faut des actions concrètes. Donc, il y a différentes choses, notamment le lien avec la maternité, qu'il faut absolument travailler. Et quand je parle de maternité, il faut la lier directement à la paternité, parce que on peut revisiter des droits des femmes et s'assurer que lorsqu'elles partent en congé maternité ou lorsqu'elles sont enceintes, on ne les discrimine pas au recrutement. Mais il faut surtout en parallèle valoriser la parentalité. J'ai vu surtout de personnes de la nouvelle génération ou de ma génération, beaucoup de papas qui voulaient être présents et qui voulaient prendre un congé parental. Et les ressources humaines, souvent d'ailleurs des femmes, leur disent « Mais pourquoi ta femme ne peut pas s'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants ?» Et donc, aujourd'hui même, les 10 jours en quelque sorte de parentalité sont vus comme un petit bonus, alors que finalement, ce n'est pas grand-chose. Donc, il y a différentes choses. Il y a aussi le fait que les femmes occupent des métiers qui sont plus précaires et qu'ils ont été justement beaucoup plus exposés, notamment le métier des soins, à la crise et finalement en tant que bénévole pallier un manque sociétal, ce qui est en soi
en c'est une bonne chose et j'encourage l'engagement citoyen, mais on se mobiliser. Ou bien, notamment, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la CDJ Anderlecht, où ce sont des jeunes de certains quartiers qui sont en quelque sorte déjà plus précaires et qui vont plus se mobiliser et faire d'actions de solidarité. Et donc, c'est vraiment des choses que j'encourage, mais il faut se tenir compte du fait que lorsqu'une personne en situation précaire va se mobiliser, elle risque de se mobiliser bénévolement, elle va encore plus se précariser parce qu'elle va donner du temps de travail gratuitement. Et donc, c'est bien pour le bien comme pour la personne en soi, il y a un petit souci. Mais aujourd'hui, on vit dans des quartiers, on est fortement ghettoisé dans tous les côtés. On a des barrières entre les côtés, même si à Bruxelles, on peut changer de quartier assez facilement. Quelqu'un qui n'est pas en situation de précarité ne va pas penser que peut-être en faisant un collier alimentaire, il va pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc, il y a aussi ces sensibilités à avoir et à travailler justement pour casser les barrières, pour que les personnes qui ne vivent pas une situation confortable puissent également se mobiliser. D'ailleurs, ça devrait être les premières à se mobiliser. Aujourd'hui, ce sont les dernières à se mobiliser parce qu'on ne voit pas ça. On ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, on a du mal à être sensible. Et si on a du mal à être sensible, on a du mal à agir dessus. Et donc, c'est là où je pense qu'il y a un enjeu, c'est surtout un enjeu de communication et d'aller chercher les personnes qui aujourd'hui sont le moins impactées. Pour donner une petite anecdote, on m'a souvent dit au sein de TIN, au sein de notre ASBL, ah oui, mais tiens, il y a beaucoup d'Arabes chez vous. Alors, oui, ben, si on veut. Bon, déjà, ils sont tous belges, en fait, mais sans même rentrer dans ce débat-là. Mais est-ce que je vais vraiment refuser un volontaire en lui disant: «C'est bon, j'ai mon contact arabe, donc pars maintenant chercher un blanc»? Je veux dire, si les personnes qui viennent, se mobiliser, ce sont, tous des Arabes ou tous des Blacks ou qu'importe, on ouvre la porte à toutes les personnes qui viennent donner son temps gratuitement. Le constat qu'il faudrait faire, c'est plutôt dire comment ça se fait qu'il y a peu de blancs qui sont chez vous en tant que volontaires. Ça, c'est la question à poser. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de personnes qui sont en situation de domination qui vont venir contribuer à ramener plus d'égalité? C'est vrai que ça demande, comme je disais, je peux tout à fait comprendre, c'est que si on ne vit pas la situation, on a du mal à se projeter. Mais donc, il faut faire l'effort d'aller chercher. Et ce n'est pas uniquement en faisant un post sur les réseaux sociaux et en partageant, en signant une pétition qu'on fait une action. Ça, ce n'est pas une action. Donc ça, il y a aussi voilà, il faut être clair par rapport à ça. Et en tant que militante, pour moi, je suis assez claire et directe et stricte qu'on ne peut pas dire qu'on a fait quelque chose de bien quand on a liké, partagé, signé ou même fait un petit don. Ce n'est pas assez. On doit tous se mobiliser beaucoup plus. Il y a des situations vraiment très précaires en Belgique, à Bruxelles. On n'est pas obligé d'aller traverser la Méditerranée pour voir des situations précaires. On en a ici. Il faut les traiter. On en est tous et toutes responsables. Je crois que je suis partie un peu ailleurs par rapport à ta question. Non, 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 pas du tout. Merci. Je posais la deuxième question à Fouad. Allez, je profite pour rebondir sur la notion de solidarité que tu viens de mentionner, Issa. En fait, Fouad, dans ton texte, tu pointes aussi que la colère des jeunes du quartier est moralement légitime, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, car ils sentent enfin, tous les poids de la stigmatisation, de ces stéréotypes, du dysfonctionnement d'une politique institutionnelle. Et, et voilà, et face à cela, ils réagissent aussi, quoi. Donc, du coup, on a tendance à montrer, enfin, surtout dans les médias des masses, la partie, disons, visible de l'iceberg, dont la révolte, les émeutes, voilà, on les stigmatise doublement, car enfin, on les montre souvent comme une sorte enfin, des jeunesses violentes ou complètement uniformes. Mais voilà, la réalité est beaucoup plus complexe et dans les quartiers. Et puis les jeunes sont organisés aussi, ils s'organisent et ils font un travail collectif. Alors, bah, je voulais justement te demander si tu peux nous expliquer comment les gens s'organisent à Coregem et comment ils font face, comment ils résistent collectivement à cette violence qu'ils subissent, quoi. Oui, donc tout à fait. D'abord,
le confinement a été un double confinement, hein, donc ça, il faut bien le rappeler à chaque fois. Donc, ils ont été confinés dans leur quartier, mais ils sont déjà confinés à la base, hein, donc parfois, on oublie de le voir, mais en fait, ça a juste été un projecteur sur ces quartiers-là. Mais ce qui a été un déclencheur, en tout cas, dans nos quartiers, je pense qu'Arsène le disait tout de suite, là, tout de suite, c'est que ce n'est pas qu'à Kuregem qu'il y a eu ce phénomène de solidarité qui a pris une ampleur hors norme. Je pense que, je ne sais pas si on s'est rendu compte, c'est celui qui a le moins qui a donné le plus. Je veux dire, plutôt que de passer son temps derrière les écrans ou quoi que ce soit, ces jeunes se sont mobilisés, mais se sont structurés. Au-delà même de la mobilisation, il y a une structure qui s'est mise en place, hors norme, hein. Je pense que depuis que je vis à Kuregem, je n'ai jamais vu un élan de solidarité aussi impressionnant de jeunes et moins jeunes, parce qu'ils avaient à partir de 14, 15, 16 ans, et qui se sont tout de suite rendus compte. Mais en fait, je ne sais pas si on s'est rendu compte par nous-mêmes, parce que les structures étatiques étaient fermées, hein. Je ne sais pas si on s'est rendu compte que les épiceries sociales, les CPS étaient fermées, et qui a pris le relais de ces structures qui étaient normalement subsidiées ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si on s'est rendu compte, ce sont des ASBL, des associations de quartier. À partir de quoi? À partir de dons. Et les dons, attention, venaient pas des personnes qu'on pensait que ça allait arriver, mais venaient des personnes qui avaient le moins. Ça veut dire que j'ai 5 euros, ben je vais donner 2 euros. Et, et ça, il n'y a personne qui s'en est rendu compte pendant tout un moment. Ici, ça va un peu mieux dans ce deuxième confinement, mais dans le premier confinement, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que les personnes qui sortaient des radars, je ne sais pas si on s'est rendu compte, mais tous les sans-papiers, les personnes qui travaillaient dans les marchés, les clandestins, toutes ces personnes-là étaient sans revenus. Donc, toutes ces personnes-là n'avaient plus de quoi manger. Donc, je ne sais pas si on s'est rendu compte à un moment ou à un autre. On nous parlait des personnes qui étaient dans… Enfin, moi, je peux faire le parallèle avec les personnes qui avaient des villas et des grands jardins et des piscines, qui, les pauvres, ne pouvaient plus sortir de leur maison, alors que de l'autre côté, on parlait de personnes qui n'avaient plus de quoi mettre quelque chose dans leur bouche, quoi. Et on parlait aussi des étudiants, je ne sais pas si on s'est rendu compte, des étudiants africains qui arrivaient ici, qui n'avaient plus, mais la demande, elle était énorme. Et qui a répondu à cet appel-là? Je suis désolé, mais ce sont des ASBL de quartier, des associations de quartier qui ont fait ce travail-là, qui ont remué ciel et terre pour pouvoir venir en aide à ces gens. Enfin, moi, je suis désolé, mais on a eu des étudiants français aussi. Donc, au-delà même des Africains, donc des étudiants français qui n'avaient plus rien parce qu'ils s'étaient travaillés dans l'ORECA, les restaurants étaient fermés, etc. Et des jeunes ont couru à gauche et à droite pour trouver à manger à ces gens-là. C'est des jeunes ces jeunes qu'on pointe du doigt, qu'on stigmatise à outrance, etc., qui ont fait ce travail-là. Je ne sais pas si on s'est rendu compte, mais ils ont traversé Bruxelles. Parfois, il y en a qui allaient jusqu'à Liège pour déposer des colis alimentaires, à Woluwe, etc. On avait une femme qui était totalement en dépression, etc. Et les jeunes ont dit, ben, c'est beau Woluwe. C'est comme si c'était la première fois qu'ils découvraient qu'à Bruxelles, il y avait des beaux quartiers, en fait. Et voilà, et je pense que cette solidarité, elle s'est pas arrêtée, en fait. Je ne sais pas si on s'est rendu compte, mais elle continue encore là actuellement aujourd'hui, puisqu'il y a nos jeunes de nos quartiers qui ont été pendant les jours ici, faire les maraudes auprès des sans-abri, des SDF et des sans-papiers dans les quartiers difficiles. Et ça, il faut qu'à un moment ou à un autre, on le voit, il faut qu'on le mette en avant, il faut qu'on se rende compte qu'il y a une structure qui est en train de se mettre en place. Et ces jeunes-là qu'on stigmatise, ce sont des jeunes qui sont dans les études, qui sont universitaires, qui sont, etc. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir changer le disque, changer je sais pas moi, le logiciel, en se disant qu'en face de soi, on a des jeunes qui sont, pour moi, qui commencent à se structurer, qui sont en train de se mettre en place. Enfin, je sais pas moi, l'association TIN, qui a je sais pas combien d'années, elle me le dira, Ihsan, mais voilà, c'est une structure qui est en train de se mettre en place. Chez nous, il y a un conseil des jeunes au niveau du centre de jeunes d'Anderlecht qui est en train d'être mis en place. Il y a une vingtaine de jeunes qui sont en train de se structurer, qui sont partis une mise au vert pendant 5 jours pour pouvoir penser à la société de demain. Donc, je veux dire, de ce confinement, de ce qui s'est passé là, est en train de naître quelque chose dans les quartiers. Et il va falloir le voir, hein, parce que si on ne le voit pas maintenant, on le verra dans 5 ou 10 ans. Et autant le prendre en marche là maintenant. Et donc, c'est un appel à toutes les structures qui sont politiques ou autres, de se rendre compte que dans les quartiers, vous savez, il y a un jeune qui me disait, moi, je ne vois pas pourquoi je vais changer de Kuregem. Moi, je veux que Kuregem change.
Vous savez, il n'a pas dit, moi j'ai envie de changer, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a cette mobilité sociale où on change de quartier parce que, ben voilà, on se dit que nos enfants n'ont pas envie qu'ils grandissent dans ces quartiers-là. Et ce jeune me dit, et cette phrase est lourde de sens, il dit, mais pourquoi je vais de nouveau changer, Fouad? Et à un moment ou à un autre, je vais arrêter de changer. Moi, je veux que c'est le quartier qui change. C'est pas moi qui change. Parce qu'au final, si je change, qu'est-ce qui va se passer? Le quartier va rester le même. Et au final, eh ben, c'est cyclique, quoi. Donc, ça veut dire que dans 20 ans, on retrouvera les mêmes problèmes. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, ces structures-là qui sont en train de se mettre en place, moi, je pense l'exemple de Tine est un exemple concret, mais il y en a d'autres. L'exemple du Conseil des jeunes, du Centre de jeunes d'Anderlecht est un exemple concret. Et quand Hirsen dit que ben, s'il n'y a que des Arabes et des Noirs qui viennent demander et qui frappent à la porte pour être bénévoles, parce qu'ils ont tous été bénévoles. Hein. Il y a eu jusqu'à 120 jeunes au centre de jeunes qui ont été bénévoles pendant le confinement. Ils ont tous été bénévoles, ils n'ont pas demandé un centime, hein, il n'y a rien du tout. Et donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, qui a frappé aux portes? Ben, c'est ces jeunes-là qui ont frappé aux portes. C'est eux qui sont venus demander. Et qu'eux se sont rendus compte d'une autre chose. C'est qu'ils n'avaient pas grand-chose, mais ils ont vu qu'il y avait d'autres qui avaient encore moins que eux, en fait. Et voilà, et je pense qu'il est temps qu'on le voit et qu'il est temps qu'on change ce logiciel de ce système, en fait, où on pense que le jeune en face de lui, c'est le jeune d'il y a 20 ans, c'est plus le même. Hein. Il a fort changé, il a fort évolué, il est en train de se mettre en structure. C'est clair que parfois on réagit sur l'émotionnel et que parfois ça ne suit pas parce que, ben voilà. Mais ici, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau du centre de jeunes Anderlecht et les jeunes sont là et il va falloir faire avec eux, en tout cas. Si je peux juste réagir par rapport à ce que dit Fouad, pour ajouter une anecdote par rapport au décalage de mal-être en quelque sorte en période Covid. Moi, une même journée, mais je veux dire en dehors les 3 heures, j'ai eu un feedback donc d'une maman qui était en désespoir parce que son fils décrochait complètement et que, il était en dépression totale, voilà, à cause des effets en fait du confinement et de l'arrêt de l'école et du fait qu'il avait raté son année. Et du fait qu'il n'y avait pas de vacances du coup. Et en même temps, une dame qui me dit que sa fille est désespérée parce qu'elle a acheté une seconde résidence en France et que du coup, elle ne peut pas y aller. Mais elle paye des impôts là-bas et elle ne peut pas y aller. Et c'était un décalage tellement fort que j'ai failli au début évidemment réagir à cette dame-là en disant mais vous vous rendez compte de quoi vous plaignez? Et puis je me suis dit mais en fait si je me mets à sa place, si je ne connais pas finalement les autres, si je ne sais pas dans quel état vivent les autres, ben, je pourrais aussi me retrouver dans une situation où je me plains parce que je ne peux pas utiliser ma seconde résidence. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment un décalage. J'avais un gros rire intérieur en essayant un peu de pédagogie d'expliquer que oui, c'est vrai que c'est triste et c'est vrai que c'est dommage qu'elle paye des impôts, des taxes par rapport à sa seconde résidence et qu'elle ne peut pas y bénéficier, mais qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas où sortir même au sein de Bruxelles. Et donc en effet, voilà, je voulais juste compléter par rapport à cet exemple-là pour montrer des exemples concrets de quelquefois quand on franchit les barrières, on entend des choses qui sont aberrantes en fait. Oui, tout à fait. Je peux juste terminer encore une chose. Donc, quand je parle de colis alimentaires, on est au-delà du colis alimentaire. Hein. Je veux dire qu'à un moment ou à un autre, je prends l'exemple de Nordine Benganem qui, avec son association sans ordinateur, qui a pu collecter 500 PC aussi, donc pour pouvoir les donner aux étudiants, etc. Tout ça, au fait, excuse-moi, mais c'est même visionnaire. Ça veut dire qu'avant même que le politicien se rende compte qu'il va y avoir un problème de PC, l'association, celui qui est sur le terrain, le sait déjà avant même. Donc, je veux dire, par exemple, les espaces publics numériques qu'on a mis en place aussi sur Anderlecht, c'est aussi ça, c'est de se dire, attendez, le premier confinement est fini, on pensait qu'au mois de septembre, la vie était belle, ça y est, on pouvait reprendre tout comme hier, et au final, ben non, il fallait penser déjà à que il va y avoir encore les mêmes soucis. Et donc, je pense que tout ça, c'est ça que je dis qu'à un moment ou à un autre, le politicien doit à un moment ou à un autre se rendre compte que dans les quartiers, il y a des structures qui se mettent en place et qu'ils sont visionnaires. Pour moi, ils sont visionnaires, hein. On est des visionnaires. Ça veut dire qu'on voit avant ce que le politicien va commencer à voir. Les étudiants, c'est depuis le premier confinement qu'on en parlait. Et là, on nous parle encore aujourd'hui. On nous dit oui, mais ils sont très mal, ils ne sont pas bien, ils sont en dépression. Mais excusez-moi, mais ça fait depuis 1 an qu'on tire la sonnette d'alarme. S'il y avait 1 an, on avait écouté ceux qui vous disaient attention, etc., on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Et donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est ça aussi que le logiciel doit changer, c'est que les acteurs de terrain, et souvent ils ne sont pas que acteurs de terrain, ils sont intellectuels et terrain aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de fort changer. Donc voilà.
Et, Merci. et par rapport à ça, la problématique souvent qu'ont les politiques, c'est de reconnaître, s'ils ont du mal à identifier. Donc au début, par exemple, quand on a créé Teen, on nous disait, oui, mais j'ai du mal à vous mettre dans une case. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites du soutien scolaire, de l'insertion socio-professionnelle? Est-ce que vous travaillez dans la jeunesse, éducation permanente? Enfin, on était en train d'essayer de nous mettre dans des cases, alors que finalement, on disait, bah, nous, ce qu'on fait, c'est on répond aux besoins qu'on perçoit des jeunes et on ne cherche pas à... Voilà. Et on ne cherche pas à le mettre dans une case, en fait. Donc voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui est assez, je trouve, triste, c'est qu'au niveau de l'administration, surtout sur l'administration politique, où il y a des moyens qui sont octroyés, on a du mal à faire confiance aux associations de terrain. On va absolument le mettre dans des cases pour pouvoir ensuite redistribuer, faire des statistiques par rapport à ça. Oui, je profite justement du lien que tu as fait, Fouad, entre les mondes politiques et associatifs, justement pour poser la deuxième question à Mireille. En fait, on a vu depuis quelques temps, depuis quelques années, que les mondes politiques fait des petits efforts pour s'engager dans une forme de colonisation de l'espace public. On a l'exemple de la place Lumumba à Bruxelles, on a eu l'exemple à Charleroi et dans d'autres villes, même à l'étranger. Et puis, au niveau de la Belgique, de manière large, entre guillemets, un effort sur la question de la mémoire coloniale, avec une petite volonté aussi par rapport à la nécessité, en tout cas, essayer de décoloniser un peu les musées de Tervuren. On a quelques exemples. Voilà, je trouve ça très, très, très important. Ça permet en tout cas de démonter peu à peu un récit colonial qui nous laisse, enfin, qui nous a laissé comme héritage les racismes structurels. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a enfin, un contre-récit, justement? Comment il s'articule, comment il peut s'articuler pédagogiquement au sein d'un projet, par exemple, éducatif large au niveau de l'éducation formelle, au niveau des écoles, des universités? Nous, on est plutôt dans l'éducation non formelle, donc on peut parler aussi d'un projet pédagogique au sein du secteur de la jeunesse, pourquoi pas, de l'éducation non formelle en général, afin de déconstruire justement les bases de ces racismes ordinaires. Comment penser justement cette récit, ces contre-récits plutôt, et on est où par rapport à ça, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles? Déjà, je suis contente d'entendre les deux autres intervenants. On a parlé tout à l'heure d'intellectuels de terrain, des acteurs et des intellectuels de terrain. Je trouve très intéressante cette image parce que on est autant sur des enjeux extrêmement importants et concrets tels que l'accès aux richesses primaires, hein, la nourriture, le logement, etc., que sur des aspects un peu plus secondaires qui sont des aspects d'ordre symbolique, historique, etc. Et je pense que quelque part, ces deux aspects montrent à quel point il y a de l'intelligence sur le terrain. Parce que je fais ce travail de plaidoyer politique grâce et à cause de jeunes, notamment du quartier Matongué, qui ont dit à un moment donné, ça c'est un sujet qu'on veut vous voir traiter, ça c'est important aussi. Et donc, toute cette intelligence-là doit être valorisée. Et ce que je constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de discrimination subside. Donc, on est discriminé en tant que personne quand on a une origine quelconque, mais on est aussi discriminé en tant que structure, si cette structure est jugée pas assez mixte, etc. Donc, la réception du dossier de demande de subside n'est pas toujours prise de la même manière. Et lorsque l'on va finalement accorder le subside, eh bien, on choisira plutôt des subsides non structurels, donc ils ne vont pas payer les emplois et les locaux, etc. Mais bon, des petites activités. Voilà. Donc, je pense qu'il est important
de valoriser justement ces acteurs de terrain, ces intelligences de terrain, parce que, comme Fouad le disait tout à l'heure très justement, ce sont des visionnaires et comme ils sont à la pointe en fait de l'action sociale et citoyenne, on est en retard à partir du moment où on attend que le politique fasse quelque chose. Donc, je pointe ce point-là pour sensibiliser vraiment nos politiques, parce qu'il y a le politique et il y a toute la partie administrative, on peut dire les fonctionnaires qui ont aussi, et là je rejoins donc la question que vous me posiez, qui ont aussi besoin de formation. Si le politique, à un moment donné, est convaincu par un acteur de terrain, qu'il a entendu parler, qu'il a vu ce qui était fait, etc., qu'il est convaincu de ça, après, cette association qui va déposer un dossier va se confronter à quoi? Il va se confronter à l'administration, avec les petites cases. Et donc, Etienne le disait bien tout à l'heure, c'est dans quelle case vous rentrez? Est-ce que vous rentrez dans des cases ou vous ne rentrez pas dans les cases? Et finalement, ce n'est pas les problématiques des êtres humains qui sont importantes, mais ce sont les cases. Et dès lors qu'on ne rentre pas dans les cases, ce n'est pas bon. Et il faut beaucoup de temps pour changer ces cases, les modifier, etc. Donc, ce qui m'amène à inviter aussi la classe politique à avoir une certaine flexibilité avec ce qui pourrait injustement être appelé les nouvelles thématiques de terrain, parce que bon, on n'est pas là nouvellement, on est là depuis longtemps, quelques générations quand même, mais il faut faire de l'action affirmative action, de l'action positive et sans, sans forcément aller jusqu'au quota. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des flexibilités lorsqu'on a des grandes problématiques en mouvement et si on veut éviter les éclats comme on a à Liège et comme on a pu avoir dans les années 90. Alors, la question de la formation, moi je pense que déjà il faut former nos politiques. J'en parlais encore aujourd'hui avec une ministre de l'égalité des chances, enfin secrétaire d'État. Il faut former nos politiques, il faut former nos fonctionnaires parce que c'est eux qui refusent les dossiers, c'est eux qui prennent du temps à mettre en exergue une politique et à la mettre en œuvre, etc. Donc, nous proposons des formations antiracistes avec les universités parce que, bon, la plupart des politiques sont des universitaires, donc on veut toucher aussi ce public-là, puisque lorsqu'on vient, nous, on vient du terrain, on vient leur parler des thématiques, parfois on ne se rencontre pas intellectuellement parlant parce qu'ils ne comprennent pas avec quoi on vient. Il faut expliquer tous les mots. Quand tu dis intersectionnalité, il est perdu, il faut expliquer. Donc la formation est primordiale. La formation, donc je disais aussi des fonctionnaires, et puis après une formation populaire et une formation non formelle, j'ai envie de dire, qui est hyper importante. Les insultes et les menaces de mort que je reçois le plus, c'est de personnes qui, j'en suis sûre, n'ont jamais suivi une formation antiraciste de leur vie, ni même féministe d'ailleurs. Et donc forcément, lorsqu'on dit que le tabassage à Liège, la violence policière qui a eu lieu est raciste, ils ne voient pas en quoi. Et ce n'est pas en 2 secondes de punchline médiatique qu'on peut leur expliquer. Et voilà, donc moi je pense que la question de la formation, elle doit vraiment se décliner dans la formation, dans l'enseignement formel, dans le non formel, mais il ne faut surtout pas oublier les fonctionnaires. C'est eux qui font que le dossier qui va permettre de travailler avec des jeunes passe ou pas. Les politiques, c'est eux qui font que la politique générale est implémentée ou pas. Donc, former les politiques, ça me paraît vraiment essentiel. D'accord, merci beaucoup. Avant de passer aux questions-réponses avec les publics, j'ai une question, enfin un peu pour, je ne sais pas qui a envie de la répondre. Tu parles justement de la question de la formation aux fonctionnaires. Moi, je pense notamment, enfin, on aborde également ce soir la question des violences policières. Est-ce que
enfin, est-ce qu'il faut réformer la police? Est-ce qu'il faut une formation au niveau de la question du racisme, par exemple, chez la police? Est-ce que ça existe déjà? Comment ça se passe à ce niveau-là? Eh bien, la police n'est pas formée à l'antiracisme, ni même au féminisme, ni même voilà, sur la question de handicap, LGBT, tout ça. La police n'est pas formée à tout cela. Et je pense même, mais je suis désolée de le dire, je pense même qu'en entrant dans la police, il est possible d'apprendre à être raciste. Parce que s'il y a 50% de policiers qui font des délits de faciès, les autres apprennent. Les autres apprennent que c'est comme ça qu'il faut faire avec ceux-là. Et donc, finalement, il y a des personnes d'origine étrangère qui disent on doit envoyer plus nos jeunes dans la police, etc. Je suis désolée, on a déjà vu des personnes d'origine marocaine ou des personnes d'origine congolaise dans la police, les rares qui sont là, être parfois plus virulents que leurs collègues blancs, parce qu'il veut montrer qu'il représente bien l'institution, que lui, il fait bien. Je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réformer complètement cette institution et un changement de paradigme qui ne passera que par la compréhension de certaines choses, mais aussi par le refus de l'impunité et par des directives claires. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas claires pour les policiers non plus. Il y en a certains qui ne savent plus où est la limite. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, qui se croient tout puissants, complètement Robocop. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Le bourgmestre de Liège disait sur RTL TVI que sa police n'est pas raciste. Et je lui demandais, mais quelle analyse vous avez faite pour dire que votre police n'est pas raciste d'emblée? Et il n'entendait pas ça. C'est-à-dire que puisqu'il a décidé, puisque ça paraît méchant à l'oreille d'être raciste, eh bien, nous, on décide qu'on n'est pas méchant, nous, on ne l'est pas. Et donc, il faut remettre cette institution à plat et oser dire que certaines personnes, si elles ne peuvent plus être formées, si elles ne peuvent pas changer de paradigme, eh bien, il faut changer de personne. Oui. Surtout que Oui. fondamentalement, je veux dire, on est tous, on peut tous se dire racistes parce que fondamentalement, on a tous des stéréotypes en fonction de notre environnement et dire déjà un postulat tel que celui-là est par définition faux parce qu'on a tous des stéréotypes, on doit tous travailler dessus et c'est un travail quotidien. Il faut être formé par rapport à ça pour pouvoir détecter déjà lorsqu'on a un commentaire raciste ou presque une pensée stigmatisante. Il faut se former pour pouvoir l'identifier et puis travailler continuellement sur soi pour ne pas se dire ah, tiens, il y a quelqu'un qui roule trop lentement, celui-là, ça doit être un vieux. Je veux dire, c'est tous des petits, tous ces clichés, en fait, qui ensuite, quand on les ancre en nous, ça fait qu'on devient, on devient très discriminant envers une certaine population et très dur avec eux. Je voulais juste rajouter, pour moi, c'est au-delà même de la formation, je pense qu'il faut totalement revoir complètement le système policier en Belgique. Il n'y a rien à faire. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir l'entendre et le comprendre parce que la première chose qu'ils me disent, c'est que les jeunes dans le quartier me disent mais il ne parle même pas français, celui qui vient chez moi me parler. Donc on me l'envoie, je ne sais même pas d'où. Il ne comprend même pas la réalité du terrain, comment ça fonctionne. La seule chose qu'on lui a dit, c'est tu vas et tu t'abasses dedans et tu frappes dedans. C'est tout ce que tu dois faire. Ils ne comprennent que ça. On leur dit, écoutez bien, hein, ils ne comprennent que ça. Ceux qui vivent dans ces quartiers-là, ça veut dire que ça ne sert à rien de parlementer avec eux, ça ne sert à rien de discuter avec ces jeunes de quartier. Mais quelle est l'image que la police donne à ces jeunes qui, d'abord, à la base, est censé protéger les personnes. Il faut, je pense, ramener aussi l'essence même de la police. C'est une protection, c'est un service d'État. C'est-à-dire que le jeune qui est là, il paye pour celui qui est là en train de le contrôler, de le frapper. Donc, je pense qu'il faut aussi, à un moment ou à un autre, quand on parlait de changer de paradigme, c'est ça aussi, à un moment ou à un autre. C'est que celui qui est en face de moi, il m'est redevable. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est lui qui doit me rendre des comptes. C'est pourquoi est-ce que tu viens de Ostende, là où je ne sais pas, où tu ne connais pas la réalité du terrain, tu viens chez moi me dire… Et c'est ça que je parlais des
territoire, bref, on va y arriver comme ça, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est ça aussi, et je pense que c'est une formation complète, il faut complètement revoir le système policier à l'heure actuelle parce qu'il ne convient pas à la réalité du terrain. Ça veut dire que la formation théorique n'est pas adaptée à la formation pratique. Je pense que c'est très important. Il y a un médecin, on lui apprend à devenir un médecin. Je pense qu'on lui apprend pendant sa formation théorique, il y a des stages et des choses comme ça, et à un moment ou à un autre, il fait son métier et voilà. Donc, je ne pense pas qu'on peut parler de personne quand on parle de policier. Il faut parler d'un système quand on parle de policier. Et c'est ça que dit Mireille là tout à l'heure, quand on arrive, c'est qu'on devient raciste. Ben, c'est vraiment ça, c'est ça le système. Ça veut dire qu'on rentre, même si on ne l'est pas, on le devient parce que le système nous apprend à le devenir comme ça. Et c'est ça quand je dis, quand il y a des gens qui viennent d'Ostende, de Luxembourg, etc., pour pouvoir tabasser, enfin, voilà, et je pense qu'il n'y a pas de machin. Je me rappelle que quand on est jeune, il y a une phrase qui revient toujours et qui me dit, allez, tu fermes ton gueule et tu montes dans le golf. Imaginez, j'ai 45 ans, ça veut dire que 30 ans plus tard, ça me revient encore cette phrase-là. Parce que ça veut dire que le gars qui est arrivé, le policier qui était là, il n'était pas formé du tout, il ne savait pas de quoi il parlait, il ne sait même pas en face de qui il est, etc. Enfin, je prends le système de l'enseignement, c'est un petit peu la même chose aussi. Hein. Je suis dans l'enseignement, mais je suis désolé, mais un enseignant qui vient de Dinan, qui ne comprend pas la réalité du terrain, du jeune, etc., qui arrive et qui donne cours, et comme ça, avec sa vision des choses, ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le système de l'enseignement qui est à revoir. Ce n'est pas l'enseignant lui-même. L'enseignant, ça ne va rien changer, on va le former, quoi que ce soit, mais il y a un moment ou un autre, c'est le système, c'est systémique. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, des Lamine, des Mehdi, des Adil, des Oussama, ça continuera parce qu'on ne comprend pas. Et quand le bourgmestre de Liège dit ben non, ma police, elle n'est pas raciste, hein, oui, ben bon, quelle est la preuve qu'elle n'est pas raciste? Et je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'on tourne en rond et qu'on fait du bashing police là pendant un moment ou un autre. Aujourd'hui, on nous fait des policiers qui viennent se regrouper, etc., pour nous montrer les pauvres, etc. Mais c'est pas ça qu'on dit, c'est pas de ça que parlent les jeunes. Et c'est ça que on n'a toujours pas compris, c'est qu'on est dans une confrontation d'idées, d'idéologies, et qu'à un moment ou un autre, ben, tant qu'on nous montrera que le policier c'est un individu qui est raciste, c'est un seul, ben, ça marchera pas en fait. C'est ça, c'est un seul et qui ne sera quand même pas puni. Donc, ça, c'est en plus. Mais je trouve que ce qui était intéressant chez toi, c'est ce que tu as dit, c'est. Enfin, évidemment, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit, mais il y en a une sur laquelle je voudrais revenir, c'est la notion de territorialité. C'est quand on a un jeune qui est dans un quartier et un policier qui vient, pour reprendre ton exemple, je t'avais dit d'Ostende, le policier croit certainement que pour lui, je suis chez moi, c'est lui l'étranger, alors que le jeune va dire, je suis chez moi, tu es l'étranger. Et donc, cette notion même d'étranger est liée au territoire pour le jeune et est liée à l'origine et au faciès pour, dans ce cas-là, le policier. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est pas forcément, je pense, facile à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais, par exemple, vu une personne d'origine étrangère et qui ne connaît absolument pas Bruxelles, qui ne connaît pas le contexte. C'est difficile aussi pour cette personne-là, sans avoir été préparée à cela, à y être confrontée. Et au-delà de ça, le jeune, lui, sait qu'il a plus de chances de se retrouver en tôle ou quoi que ce soit en prison, là où le policier, même si, donc, si ça n'était. Et c'est ça qui est frustrant pour le jeune et qui lui. Enfin, frustrant, je pense que le mot, il ne convient même pas, mais de se dire, de toute façon, c'est moi qui serai perdant, en fait, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui serai perdant. Je vois que ça réagit déjà sur Facebook. Il a une question sur que pensez-vous sur l'abolition du contrôle d'identité? Je ne sais pas qui a envie de réagir à ça. Personnellement, je n'ai pas beaucoup investigué sur cette proposition, sur cette revendication-là. Mais d'emblée, elle me paraît bien parce qu'elle pourrait déjà éviter beaucoup de situations où la violence part, justement. Il faut se rappeler que la dame à Liège, c'était ça le problème. Hein. D'abord, elle vient aider deux policiers, donc selon sa version, elle vient aider deux policiers qui secourent une personne en détresse. Comme elle est aide-soignante, elle les aide.
au moment de quand l'ambulance est là, elle dit, bon, bah, vous n'avez plus besoin de moi j'y vais, on lui demande de présenter sa carte d'identité. Quand elle met sa main dans son sac en disant, je dois appeler mon employeur pour dire que je vais arriver en retard, même si elle prévient, le fait de mettre sa main dans son sac, apparemment, la police lui a sauté dessus comme si elle allait chercher une arme ou quelque chose. Elle a quand même demandé pourquoi je dois montrer ma carte d'identité. Effectivement, si c'était la police qui l'avait trouvé penchée sur cette personne, à la limite, on aurait pu comprendre pourquoi on lui demande sa carte d'identité. Si ça se met, elle l'a agressée, cette personne, on n'en sait rien. Mais c'est elle qui est venue secourir la police. Et donc, c'est un peu comme on disait tout à l'heure avec les 120 jeunes du centre jeunesse. Ils font une action de solidarité citoyenne en tant que Belges. Donc, ils protègent leur pays, ils prennent soin de leurs compatriotes. Et finalement, la récompense, c'est le mépris ou le déni de leurs problématiques. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passait aussi avec cette femme, c'est qu'elle vient en aide à la police qui aide une personne en détresse. Et comme tout remerciement, c'est le contrôle de son identité et le tabassage. Donc, et dans plusieurs histoires qui me sont rapportées, en tout cas dans le cas des afrodescendants noirs, les autres histoires, je ne les connais pas nécessairement toutes, mais la question de la présentation de la carte d'identité est un problème. Combien ne se font pas contrôler sur, par exemple, pour reprendre l'exemple de Matongué, plusieurs m'ont raconté, surtout des hommes, parce que ça arrive un peu moins aux femmes, quand ils quittent une partie de la chaussée pour aller à l'autre bout en 10 minutes de marche, ils peuvent se faire contrôler 3-4 fois. Même s'ils disent qu'ils ont déjà été contrôlés. Et finalement, à quoi servent ces contrôles? Parce que c'est ça aussi en même temps. Si la personne n'est pas contrevenante, à quoi servent ces contrôles? Qu'est-ce qu'ils font de cette information? D'autant plus que dans la plupart du temps, ils regardent la carte d'identité et puis ils la donnent et puis la personne continue. Donc, c'était juste pour montrer que tu n'es pas chez toi, ou alors l'action que tu fais, on n'est pas d'accord, parce qu'il y a aussi des blancs, quand ils sont par exemple les féministes blanches, quand elles manifestent, elles se font contrôler à outrance, donc parce qu'elles font une action qui n'est pas dans leur sens. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que la police veut montrer par ces contrôles intempestifs? Et qu'est-ce qu'on fait de l'information qui est récoltée? Donc, effectivement, d'emblée, ça me semble être quand même une proposition qui a du sens. Et j'espère que comme je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le récépissé. Non, oui, qu'on a le droit, même les jeunes ont le droit, lorsqu'ils sont contrôlés par la police, de demander un récépissé de contrôle. Il y a des procédures, des processus nouveaux qu'on peut mettre en place pour essayer d'éviter d'être victime de la police, victime des gens qui sont censés nous protéger. Oui, mais Vas-y, je t'en prie, Hassan. Je vais être courte de toute façon parce que je suis d'accord avec ce que dit Mireille. Je compléterai juste sur le fait que personnellement, je ne sais pas s'il faut supprimer ce procédé parce que je ne comprends pas la raison de ce procédé. Donc peut-être qu'il y a une raison qui m'échappe. Donc s'il y a une raison à la base, si ça a été créé pour une certaine raison, bah, pourquoi pas se repencher sur pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ce genre de contrôle. Là où le supprimer sans réflexion, sans formation derrière, ce serait inutile, c'est qu'on pourrait très bien supprimer ce contrôle et tout d'un coup, on aura un autre type de contrôle qui viendrait se greffer à ça et on aurait quand même les discriminations, on aurait quand même les délits faciès qui se produisent. Et donc, ça peut être une action, pour moi, c'est plutôt de se poser la question sur la pertinence de ce contrôle et ce qu'on en fait, ce qu'on en a fait depuis ces années-ci, de garder en effet une trace de chaque contrôle qui est effectué. Comme ça, on peut faire après des analyses en se disant, ben voilà, tiens, on se rend compte que tel jeune a été contrôlé autant de fois, pourquoi? Et dans certains quartiers, il y a peu de contrôle. Pourquoi dans certains quartiers, il y en a d'autres? Donc, c'est justement cette notion de garder une trace écrite, donc le récépissé, pour moi, c'est une très bonne idée. Et évidemment, d'accompagner ça avec, ça n'ira pas sans la formation et une réforme du système policier.
je voulais juste rajouter, au fait, moi, je pense que quand on parle d'enlever ce contrôle d'identité, enfin de l'abroger, etc., je pense que les jeunes, ce qu'ils pensent beaucoup, c'est de pouvoir leur enlever cette déshumanisation. Parce que quand ils sont contrôlés, ils sont déshumanisés. On leur enlève la dignité. Parce que souvent, le contrôle de police, il n'est pas le même, hein. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose à travailler. Et je pense que le récépissé, au-delà du récépissé, parce qu'on va pouvoir écrire, mais il y a quelque chose de plus encore qu'il faut. Parce que on va se retrouver en face de jeunes. Moi, honnêtement, quand ils me parlent de contrôle d'identité, c'est vraiment humiliant, en fait. C'est une humiliation. Et je pense que c'est ça, en fait. Et quand on se fait contrôler 3 fois sur la journée et 3 fois humilié, ben, je pense qu'à un moment ou à un autre, ben voilà, la dignité humaine en prend un coup. On est quand même humain et ça joue énormément auprès de nos jeunes dans cette déshumanisation. Et je pense que pour moi, c'est à creuser. Alors comment, où, à quel moment, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui a, en tout cas, qui est une idée qui est soulevée par un des personnes qui nous suit et qui pourrait, voilà, en tout cas, creuser. Le récépissé, ça, de toute façon, je pense que là, ça permettrait vraiment de pouvoir suivre et puis de pouvoir vraiment avoir un suivi concret, etc. Et de plus dire, oui, il s'est fait contrôler 3-4 fois par hasard. Non, il s'est vraiment fait contrôler. Il y a un fait, c'est concret. Il n'y a pas de tergiversation à voir là derrière. Mais je pense que voilà, il y a des choses à creuser. Mais quand on parle de réforme du système policier, en fait, c'est tout ça, hein, qui est pris dans ce lot. C'est en même temps ce contrôle d'identité, cette manière de contrôler, etc. Donc, je pense que tout ça et aussi comment est-ce qu'on arrête quelqu'un. Parce que Adil, voilà, je reviens encore là-dessus, mais pour moi, on n'arrête pas un scooter à Anderlecht comme on arrête un scooter à Woluwe. Voilà, je pense que là aussi, il y a un moment de se dire, ben, est-ce que la vie humaine d'une personne de ce quartier-là, d'un jeune de Kurgem, est-ce que c'est la même chose qu'un jeune de Woluwe? Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser aussi cette question. Moi, enfin, les gilets jaunes, enfin, sans vouloir truc, ont découvert les violences policières pendant leur manifestation à Paris. Donc, ils ont découvert, ils ont dit, ah, mais c'est ça les violences policières. Ben, c'est ce que vivent les jeunes dans les banlieues en France, mais ici dans nos quartiers. Ben, moi, j'ai connu ça tout petit, hein, en grandissant. J'ai connu les violences policières en grandissant dans mon quartier à Kurgem. Donc, je veux dire, il faut pas se leurrer. Donc voilà. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est ça aussi, c'est que le système policier, c'est qu'il devra se rendre compte que quand il contrôlera Justin et Farid, eh ben, ça sera le même jeune qui contrôlera et qu'il aura les mêmes phrases à tenir, le même discours à tenir. C'est ça qui est aussi important à un moment ou à un autre. Oui, et c'est très intéressant l'exemple avec les gilets jaunes, parce qu'en fait, tous les mois que ça a suscité, oui, on est tabassé par la police, etc., les gens étaient dans tous leurs états et ça faisait… Et donc, à un moment donné, on se dit, et désolée pour la question, mais est-ce que c'est parce qu'ils sont blancs que ça fait plus d'émoi, que tout le monde s'en émeut lorsqu'il s'agissait, et depuis longtemps, de jeunes d'origine étrangère, ça ne faisait pas autant l'actualité. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est de dire… Et pendant des années, on passe pour des paranoïaques, on voit le racisme partout, voilà, on tient des discours extrémistes, c'est nous qui créons le racisme, etc., etc. Et quand ça leur arrive, tout le monde est dans tous ces états. Il y a, je pressens que quelque chose va se passer par rapport à la question policière, dans le sens où peu importe les origines, même les Blancs auront de plus en plus de mal à accepter l'attitude et les humiliations de la police et que il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes beaucoup plus vite avant de se retrouver dans des situations de violence répétées dans tous les coins, à chaque fois qu'il y a une intervention policière, avant de recréer ou de renforcer des quartiers où, quand la police est là, il va se passer quelque chose de regrettable. Donc,
c'est aussi dommage qu'à chaque fois qu'on parle de la police, on se fait attaquer comme si on ne savait pas que derrière les uniformes, il y a des êtres humains qui ont des enfants, qui ont une vie, etc. Comme si nous, on n'avait pas compris ça. Mais s'ils sont si humains que ça, ne peuvent-ils pas protester contre un système inhumain? C'est ça aussi qui n'est pas clair. Tout à fait. Je voulais profiter pour demander à Géraldine ou à Drama qui vient de se connecter si vous en avez peut-être des questions à poser ou des réflexions. Moi, j'ai pas particulièrement de questions. Enfin, en tout cas, c'est super intéressant. Ça, on a beaucoup parlé de violences policières, en tout cas du rôle ou de la mission de la police qui est peut-être justement à re-questionner, mais de manière plus structurelle et au niveau peut-être historique aussi. Comment est-ce que quelle est sa place, pourquoi est-ce qu'on est maintenant dans un rôle plus de confrontation police-population. Voilà, c'est une petite réflexion que j'avais par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. J'ai une petite dernière question, un peu, enfin, disons, transversale, enfin, qui rejoint un peu la réflexion de Mireille, ou la question que je posais, la deuxième question que je posais à Mireille par rapport à la formation et à l'éducation. Je voulais savoir si dans les cas des fois des ISAN, si on trouve un peu ces mêmes réalités du fait les manques de formation des personnes qui travaillent par exemple dans les cabinets ou dans des postes un peu bureaucratiques. Est-ce que ça empêche aussi dans les secteurs de la jeunesse que les projets avancent, que les projets soient bien compris, en tout cas les projets des terrains qui ne sont par exemple liés à la question de la lutte contre les racismes? Est-ce que ça a un impact aussi pour vous au niveau des subsides, du travail, enfin du fonctionnement des assos dans lesquels vous travaillez? Ben, clairement, et pour revenir par exemple à ce que disait aussi Mireille, c'est-à-dire qu'au début, ben, c'est beaucoup, ben, on va vous donner l'argent pour réaliser l'activité, mais pas pour payer les gens, pas pour louer les locaux, pas pour acheter du matériel. Enfin, louer les locaux, quelquefois, ça passe encore. Mais vraiment, tout ce qui est en fait pérenne, c'est-à-dire engager des gens ou acheter du matériel, c'est non. Comme si on était voué à disparaître et comme si notre travail devait être gratuit. En fait, bah, on n'a qu'à se débrouiller. Enfin, voilà. Et là où, bah, au début, en créant l'association, bah, on était content avec des petites miettes et on pensait que c'était beaucoup. Ah, on a eu 1 000 €. Ah, on a eu 3 000 €. C'était génial. Et puis après, on regarde à côté. En fait, attends, comment ça se fait qu'il a eu 100 000 € lui? Enfin, son ASBL, il vient d'être créé. Enfin, d'où en fait? Et on commence en fait quand on rentre dans les réseaux, on commence à voir en fait que les enveloppes se distribuent. Euh, nous, personnellement, au niveau de TIN, on a dû aller chercher pour pouvoir avoir une impulsion pour démarrer. On a dû aller chercher dans une fondation privée pour pouvoir engager le premier effectif, qui ensuite, grâce à ce premier effectif, on a commencé à pouvoir prétendre à des mi-temps, des barèmes plutôt bas, subsidiés. Mais sans cette impulsion, je veux dire, je ne sais pas si aujourd'hui on aurait pu vraiment avoir en fait certaines reconnaissances. Aujourd'hui, par exemple, TIN, on a soumis une reconnaissance en tant qu'organisation de jeunesse. Elle a été refusée. Pourquoi? Donc, on a eu une demande de reconnaissance en tant que et groupement et organisation de jeunesse. En tant que groupement de jeunesse, on répondait complètement. D'ailleurs, on a eu des avis positifs en fait du secteur, mais on a eu un avis négatif de l'inspecteur. Pourquoi? L'inspecteur n'a absolument rien compris au travail qu'on faisait. C'est-à-dire que, pas rentrer dans les détails, mais nous, on travaille en collectif et on fait du développement personnel en collectif. C'est possible. Donc, apparemment, ça n'a pas été compris. Ça veut dire qu'on fait que du coaching individuel, ce qu'on ne fait pas du tout d'ailleurs. En fait, on n'en fait même pas d'ailleurs du coaching individuel. Et donc, sur base d'une personne qui est venue et qui n'a pas bien compris parce qu'on ne rentre pas dans une case, eh ben, on n'a pas la reconnaissance et donc ça reporte
plusieurs années. Ça cause quand même pas mal de soucis. Mais également la lourdeur des dossiers, c'est-à-dire que quand on voit la lourdeur d'un dossier, enfin, il faut travailler pour l'ASBL, il faut déjà être salarié pour pouvoir faire rentrer certains dossiers. Mais comment on fait quand on est bénévole, quand on donne déjà tout ce qu'on a en fait? Et donc, il y a aussi cette lourdeur administrative et pour avoir été chercher de soutien dans le privé et dans le public, je trouve cela pas cohérent du tout par rapport au fait qu'au public, ce sont quand même nos fonds directement, donc c'est ce qu'on paye nous comme impôt. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accès? Pourquoi est-ce que c'est si inefficace? Pourquoi est-ce que ça coûte autant d'argent de distribuer de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir autant de fonctionnaires qui vont gérer notre dossier pour pouvoir le distribuer? Donc, je veux dire, si on diminue un peu la charge des processus, si on diminue aussi le nombre de personnes qui traitent et qu'on arrivait à des processus beaucoup plus légers, on aurait plus d'argent à donner et on le donnerait de manière beaucoup plus équitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, qui vient voir même le travail qu'on fait? Donc, peut avoir des ministres, des députés qui viennent voir le travail, mais est-ce qu'on a des gens des administrations qui viennent voir le travail qu'on fait? À qui est-ce qu'on remet nos rapports justificatifs? On les remet à des personnes dans l'administration. Est-ce qu'elles viennent chez nous? Non, jamais. On a une évaluation sur base d'un Excel et d'un document Word. Je veux dire, c'est un appel à la fraude aussi. Je veux dire, on fait bien notre travail, donc voilà, on remet les justificatifs, tout ça. Mais ça ne m'étonne pas quand il y a des ASBL, on se rend compte qu'ils utilisent mal les fonds. Quel contrôle il y a là-dessus? Donc en fait, on a une bureaucratie et une complexité des processus qui donnent une illusion de contrôle alors qu'on a zéro contrôle. Là où, pour faire le parallèle avec des fondations privées, la fondation privée va donner un dossier, va donner de l'argent sur base d'un dossier il n'y a même pas de structure type, c'est-à-dire qu'on remet le dossier comme on a envie de le remettre. Pourquoi? Parce que ça leur permet à eux d'évaluer justement bien le travail sur notre perspective. Et ces personnes-là viennent voir le travail. Les rapports justificatifs sont très légers, mais elles viennent. Et comme ça, on ne peut pas leur mentir. Elles savent très bien ce qui se passe et elles rencontrent les jeunes, elles rencontrent les acteurs de terrain, elles rencontrent les femmes. Et donc, on a déshumanisé. Je crois que je commence à patauger là aussi. En tout cas, on a enlevé toute humanité dans les processus d'octroi et de contrôle de l'argent public pour une complexité, comme je disais, une illusion de contrôle pour finalement avoir une injustice claire dans la répartition des subsides. Oui, et si je peux juste dire une petite phrase pour compléter encore, c'est que nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est dans tous ces programmes, que ce soit jeunesse, éducation permanente, cohésion sociale, dans tous ces programmes de gros financement structurel, quelle est la part des associations qu'on peut appeler, mais c'est peut-être pas le mot juste, d'autosupport avec de la diversité on aime à le dire. Moi, je me rends compte que dans certains programmes, je dis, mais je le dis ironiquement, je dis, les négros et les voilés, ils sont où? Puis on me regarde, ils sont dans les bénéficiaires. Mais t'oses pas dire ça quand même. Ah non, on peut pas le dire. Oh! Il ne faut pas le dire. En fait, on se rend compte que dans les associations qui sont financées, aucune n'est tenue par des personnes d'origine étrangère. Alors, on va me dire, oui, mais est-ce qu'on doit vraiment regarder les choses comme ça? Oui, mais on a regardé les choses comme ça pour les femmes. Parfois, on nous demande, est-ce que le dirigeant de l'association est une femme ou c'est une dirigeante, un dirigeant ou une dirigeante. Et quand vous cochez la case que c'est une dirigeante, vous avez plus de chances d'avoir ce dossier parce qu'eux, ils doivent faire de la diversité. Pourquoi est-ce que cette diversité, elle ne peut pas être valable quand on est d'origine étrangère? Donc, à un moment donné, il y a ça aussi. On veut avoir clairement le pourcentage de la répartition de ces subsides. Et cette espèce d'opacité sur comment on redistribue, etc., n'aide pas justement à faire un travail de terrain efficace par certains acteurs. Et puis après, on s'étonne, tiens, à Liège, les jeunes ont cassé les magasins. Ben oui, mais qu'est-ce que vous leur avez donné à perdre et quelles sont les personnes de référence que vous avez soutenues pour faire leur suivi? Je rajouterai encore une dernière chose. Moi, je pense qu'il ne faut pas y aller par quatre chemins. Il y a des associations qui dérangent aussi. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on dérange, la meilleure manière, c'est de ne pas donner des sous, hein, puisque c'est la seule façon de pouvoir avancer. Donc, on ne te donne pas de sous, on t'enlève le nerf de la guerre, on est tranquille, et voilà. Donc, excusez-moi, mais au centre des jeunes en direct, on a le cas aussi. Hein, donc, c'est parfois l'opacité sur comment est-ce qu'on distribue les trucs. On donne des centaines de milliers d'euros pour des associations qu'on a à peine entendu le nom. Rarement entendu dans le quartier ce nom-là. Je ne sais même pas s'ils existent, mais ils ont un pactole qui leur permet de faire un travail
je ne sais pas quel travail, alors que là, tout à l'heure, je disais que dans les quartiers, il y a des jeunes qui sont en train de se structurer, qui sont en train de se mettre en place, mais attention, ces jeunes-là, ils revendiquent, ces jeunes-là, ils demandent, ces jeunes-là, c'est ceux qui sont contrôlés, qui disent qu'il faut réformer la police, ces jeunes-là, c'est qui disent qu'il faut que les politiciens changent un petit peu, qu'il faut refermer la politique, etc. Pas oublier qu'on est quand même dans un système politique aussi, quand on parle d'association, donc il y a aussi le politique qui joue, qui rentre en ligne de compte, et qu'à un moment ou l'autre, c'est cette manière de distribuer les sous, c'est au-delà de l'opacité. Moi, je pense que c'est voulu, c'est clair, c'est recherché, c'est réfléchi en amont, etc. Et on sait très bien à qui on va les donner et à qui on ne va pas les donner. Si on lui donne celui-là, il va pouvoir engager, ben là, il va avoir une personne en plus, c'est pas très bon, etc. On sait quelle est cette association, qu'elle ne rentre pas dans le moule, qu'elle est un petit peu différente des autres. Ah ben, on ne fait pas ça. Cette association, elle revendique ceci, elle revendique cela. Non, 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 non. On ne va pas en faire du… Voilà, on va donner là où ça va faire le moins de mal, quoi. Et donc ça, je pense qu'à un moment ou à un autre, il ne faut pas se voiler la face. Je pense que ces subsides, etc., il y a aussi pour tout, que ce soit pour cette réforme de la police, cette réforme du politique, c'est un petit peu ça aussi. C'est toutes ces choses-là qui sont mises en avant. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut y aller. Il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est que des associations dérangent et que ces associations, on aimerait bien qu'elles n'existent plus. Point la ligne. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Tout à fait. Bon, là, il est 20h pile. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette activité. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir pour une dernière fois à un Non, mais des je veux dire sujets qui ont été abordés. Je veux dire peut-être que j'étais ravie de discuter avec Mireille et Fouad et remercier Projeune pour l'initiative, le bel ouvrage que je recommande aux personnes de se procurer parce qu'il y a notre texte, mais il y a surtout de très belles photos. Donc, je voudrais mettre aussi en avant l'aspect artistique de l'ouvrage qui n'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement littéraire, il y a aussi un aspect artistique et un beau format. Donc, voilà. Merci en tout cas. Tout à fait. Ben, merci à vous. Je voulais terminer en vous rappelant un peu les questions que nous nous sommes posées avant de cette rencontre. Donc, un an jour pour jour, après les débuts du premier confinement de la Belgique. Quelle réflexion pouvons-nous tirer aujourd'hui de cette expérience individuelle et collective, révélatrice d'un ensemble de violences sociales à caractère structurel? Quelle analyse pouvons-nous faire de ces violences? Voilà, je vous laisse à chacun, à chacune de tirer vos propres conclusions. Car aujourd'hui, plus qu'un bilan sur cette première année de pandémie, nous avons eu plutôt l'occasion de partager d'expériences et d'affiner un peu nos outils de réflexion. Donc voilà, je vous remercie à chacune d'entre vous. Pour les personnes qui sont connectées aussi sur Zoom, sur Facebook. Et je voulais terminer par, comme le dit Issam, pour vous conseiller donc d'acheter les livres. C'est un très bel ouvrage, des textes très intéressants, des très belles photos. Et il suffit juste de nous contacter, nous, à Projeunesse. Sinon, il se trouve aussi en librairie. Il est dans 4 librairies à Bruxelles. Donc, voilà, vous pouvez trouver les infos sur notre Facebook. Il est chez Tropisme, chez Poétini, Les Yeux Gourmands à Saint-Gilles et chez Pépite Blues à XL. Je voulais aussi juste terminer en disant que oui, forcément, le livre est très chouette, etc. On passe dans peut-être un après-Covid, je ne sais pas s'il y a un après-Covid, mais en tout cas, je veux qu'il y ait un après Adil et un après Lamine, après Mehdi, après Maouda, enfin tous ces jeunes qui sont partis trop tôt, qui n'ont pas eu le temps de pouvoir profiter de leur vie et qu'on leur a arraché un peu trop vite et qu'il est temps que cette réforme totale soit faite pour donner d'abord une justice à ces gens, parce que derrière ces jeunes, il y a des parents. Je suis papa, j'ai des jeunes, c'est pas évident quand on entend ça et que cette impunité a assez duré en fait. Et à un moment ou à un autre, il faut rendre au moins le minimum que l'on peut remettre, c'est une justice à ces personnes-là. Je veux dire, en quelques mois, on a eu un non-lieu pour Mehdi, pour Adil et hier pour Lamine. Voilà, je pense qu'à un moment ou à un autre, si on ne veut pas
que des révoltes se fassent dans les quartiers, etc., ben, il faut écouter cette jeunesse qui est une jeunesse belge, qui n'est pas une jeunesse de seconde zone. Elle fait partie, elle est née ici, elle a grandi ici, elle fait partie de notre société. C'est à nous à apporter la réponse. Nous, c'est tout le monde et ce n'est pas uniquement une personne ou quoi que ce soit, c'est un tout. Donc, on s'appelle Gérard, François, Farid, Mohamed, Gertrude, ou je sais comment on peut les appeler, mais on fait partie d'un tout, d'une société belge et qu'il va falloir donner une réponse concrète parce que vraiment, moi, ça me reste au travers du cœur de tous ces jeunes qui partent trop tôt, qui n'ont pas pu montrer ce qu'ils valaient. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ces Merci mots tout de la le fin. monde. Merci Et pour à très bientôt. l'invitation. À bientôt. Au À revoir. bientôt.